Bonjour à chacun. Je vous présente un extrait d'une colle que j'ai donnée très récemment en deuxième année en filière de PC et qui concerne le nombre de Reynolds et dans un second temps différents écoulements à étudier et j'ai choisi l'écoulement de Couette-Plan qui est un grand classique. Donc vraiment à maîtriser presque par cœur lorsque vous passez en colle. Alors, pour étudier le nombre de Reynolds, on demande tout le temps trouver l'équivalent, l'ordre de grandeur du nombre de Reynolds. On commence toujours de l'équation de Navier-Stokes que j'ai commencé à écrire. Donc, on reconnaît ici l'accélération locale. Navier-Stokes, c'est un peu l'équivalent de la seconde loi de Newton appliquée à la mécanique des fluides. Donc, le d rond v sur d rond t, c'est plutôt une accélération type locale. Vous avez ici le terme convectif. Donc, en v scalaire gradient v donne en fait la convectivité du mouvement. À droite, vous avez les différents équivalents volumiques initialement, hein, en l'occurrence le poids, le gradient de la pression et la force de viscosité, donc état laplacien de V. Alors, pour en déduire une expression, en tout cas en ordre de grandeur du nombre du Reynolds, il s'agit de comparer, alors en norme, le terme convectif, donc ρ, V scalaire gradient, de V, donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de placer au tableau en colle très rapidement, rapporté à la convectivité, rapporté à la diffusivité de la force. En l'occurrence, ici, il s'agit de état laplacien de V. Donc là, vous ne pouvez pas conclure grand-chose, si ce n'est de dire que c'est le nombre de Reynolds. Il faut en déduire les ordres de grandeur. Alors, petit rappel quand même pour les opérateurs habituels, auxquels vous êtes un petit peu habitués cette année. Pour le gradient de V pour un champ scalaire, par exemple, on écrit aussi souvent nabla scalaire. Ici, en l'occurrence, c'est nabla de V parce qu'on a un champ scalaire. Et par exemple, en cartésien, vous êtes censé savoir, ça peut être une question du colleur. Hein, comment écrivez-vous les coordonnées du gradient de V? Donc, par exemple, d rond V sur d rond X à placer sur un vecteur unitaire, plus d rond V sur d rond Y, etc. On a compris. Même chose, on a affaire ici à Laplacien. Donc, par exemple, pour l'opérateur Laplacien d'un champ vectoriel ici, donc de V, on passe en dérivée seconde. Donc, attention, si je place simplement la composante X, on va avoir d2 rond Vx sur d rond X2, plus d2 rond Vx sur d rond Y2, etc. Donc ces opérateurs-là, vous allez les utiliser tout de suite. On peut vous demander à l'oral de justifier, donc il faut savoir les écrire, du moins en cartésien dans votre programme de PC. Si vous passez en cylindrique, vous avez droit au formulaire. Donc si on regarde les ordres de grandeur, ici pour le nombre de Reynolds, on voit qu'on va garder la masse volumique. Et ici, vous avez un V qui est finalement au carré en quelque sorte, en projection. Donc si on prend la vitesse caractéristique, elle va se retrouver au carré ici. Donc grand V, c'est la vitesse caractéristique. Et attention, vous n'avez qu'une dérivée première par rapport aux composantes X ou Y. Donc on va rapporter ici à une distance caractéristique qu'on appelle souvent grand L. Voici pour la division. En dessous, vous avez la viscosité dynamique état et vous appliquez le Laplacien. Donc là, faites gaffe ici, vous allez dériver une dérivée seconde par rapport à un équivalent, à un ordre de grandeur. Et il s'agit ici en fait de la vitesse. Donc ici c'est la vitesse caractéristique, mais vous la dérivez en mode dérivée seconde, donc par exemple d rond x carré. Donc il faut penser à diviser par L carré. Si vous faites le rapport, alors on retrouve l'ordre de grandeur extrêmement connu, hein, ρ VL sur état. On peut l'écrire aussi VL sur nu. Alors nu étant la viscosité ici cinématique, on rapporte la dynamique à la masse volumique. Il faut savoir jouer un petit peu avec les deux. Et en tout cas, en ordre de grandeur, la réponse attendue lors d'une colle, c'est ρVL sur état. Donc il faut évidemment être capable de tout justifier. Et par exemple, être aussi capable de donner quelques unités. Donc par exemple, pour état, en termes d'unités, hein, c'est en pascal seconde le plus couramment. Ou sinon, on peut écrire aussi en poiseul. Donc une unité, c'est très usuel, hein, le poiseul. C'est un français, donc il faut quand même s'en rappeler un petit peu, et polytechnicien autour du début du 19e siècle. Même chose pour la viscosité cinématique, il faut quand même connaître l'unité initiale. Donc là, elle est bien dans le système SI, mètre carré par seconde.
Donc voilà pour les petites questions sur le nombre de Reynolds. Par ailleurs, j'ai mis quelques schémas. Il faut connaître quand même quelques valeurs classiques, quelques régimes classiques. Donc par exemple, à bas nombre de Reynolds, souvent inférieur ou égal à 1, on retrouve un profil dit laminaire. Donc vous avez le dessin ici en bas à droite, donc avec les lignes de courant qui contournent un obstacle fixe, donc avec un bas nombre de Reynolds, un profil laminaire. Si je change de page, j'ai mis quelques illustrations donc pour les valeurs du nombre de Reynolds intermédiaire. On va arriver quand même à des turbulences, donc on est en régime turbulent au-dessus. En général, la frontière, quand on vous demande à partir de quelle frontière on passe au turbulent, on attend quand même autour de 2000, c'est la réponse habituelle. Et on voit un régime turbulent en termes de profil, donc vous avez un schéma et une photo. Je ne détaille pas dans votre cours, donc après, tout dépend des questions du professeur. Dernier cas, quand on dépasse ou quand on est au moins égal à une valeur qui est vraiment typique, c'est 10 puissance 5. Là, on dépasse encore le régime turbulent. On dit qu'on a la crise de traînée, donc il faut savoir un petit peu de quoi il s'agit, il faut revoir votre cours là-dessus. Et il faut interpréter un petit peu le profil. En général, vous avez un décrochage de la couche limite, alors il faut savoir en parler un petit peu, de connaître aussi ce qu'est la couche limite, donc on explique un petit peu avec le fort gradient de vitesse dans cette zone. Donc on peut améliorer le système avec un système de bagues. Vous voyez ça par exemple pour la seconde photo ici en bas à droite. Donc voilà pour les premières questions éventuellement. Ça peut être des questions de cours en colle au sujet de l'établissement d'une expression en ordre de grandeur pour le nombre de Reynolds. Alors, un exercice d'application, donc en colle, ça peut durer une vingtaine de minutes, cet exercice-là. C'est un grand classique, donc l'écoulement de type Couette-Plan. Alors Couette, c'était un monsieur, c'était Maurice Couette, fin 19e siècle, et donc il est connu pour ses travaux là-dessus. Notamment, il avait inventé le premier viscosimètre à rotation, donc voilà, donc il y a des choses comme ça. Pas forcément à savoir, mais c'est pour la culture générale, c'est toujours bien. Alors en question 1, on vous a quand même dessiné le profil du Couette-Plan. Donc on voit un profil qui a l'air un petit peu linéaire, comme ça on va discuter ça. Et le fluide est emprisonné entre deux plaques, une plaque inférieure immobile, la plaque supérieure est en mouvement à la vitesse constante U. Alors on imagine que toutes ces plaques-là sont de dimension infinie. Et on vous demande qu'est-ce qu'un nombre de Reynolds bas. Alors c'est plutôt inférieur à 1, on l'a vu dans la question précédente. Donc plutôt inférieur, voire assez inférieur à 1 pour un bas nombre de Reynolds. Donc on est vraiment du laminaire. Et habituellement, le coefficient de traînée, le CX, est inversement proportionnel au nombre de Reynolds. C'est un résultat qui peut être capable éventuellement de parachuter si vous avez une question à ce sujet. Donc là, on est en régime laminaire. Et on peut appliquer nos relations ici dans le cas de l'écoulement de Couette-Plan. C'est vraiment un grand classique. Donc si vous avez ça en colle, il faut vraiment dérouler, être en revanche très précis. Alors on vous demande établir l'expression de la pression PXY. Donc en général, il faut essayer de voir un petit peu s'il n'y a pas des symétries ou des invariances. On retrouve ça beaucoup en élec avec le théorème d'Ampère, des choses comme ça. Et on voit que selon l'axe EZ, qui est normal au dessin ici, l'axe Z, il y a vraiment une invariance de l'écoulement par translation. Donc en fait, si on regarde la vitesse en un point M du fluide, par exemple, alors elle est vraiment suivant X, la vitesse, sur l'axe X, et on pourrait se dire, a priori, est-ce que ça dépend de Y, ça dépend de Z, par exemple, et on est en direction EX ici. Alors par rapport à Z, on vient de dire qu'il y avait une invariance par rotation, donc pas possible. Et bien sûr, on va regarder également, ça ne dépend pas de X ou de Y, sauf que l'écoulement est précisé incompressible. Donc là, il faut tout de suite conclure là-dessus. Vous savez qu'on applique l'opérateur divergent, donc divergent ici du champ vectoriel des vitesses, et ça vaut 0 en écoulement incompressible et en projection du divergent. Vous savez que c'est égal à d rond Vx sur d rond x. Donc si c'est égal à 0, notre vitesse, notre champ de vitesse ne dépend pas de la variable x ici. Donc on va se retrouver avec un champ de vitesse qui va dépendre exclusivement de la variable y. Attention, v est suivant x et dépend de la variable y. Il faut arriver à parler de ceci même si la question n'est pas posée pour avoir in fine le champ de vitesse. Alors quand on écrit l'équation de Navier-Stokes, donc l'expression, alors l'accélération locale,
l'accélération convective. Il faut commencer à discuter. On peut faire des simplifications, en général, et projeter Navier-Stokes sur les axes. En revanche, il faut savoir l'écrire très rapidement, comme ici, et discuter des approximations. Alors ici, on est en régime stationnaire, donc vous savez que immédiatement la dérivée par rapport à la vitesse, c'est vecteur nul. Pour le terme convectif, on peut le faire en projection sur l'axe X, ça ne pose pas de difficulté. On va avoir Vx, des ronds Vx sur des ronds X. Et comme on vient de dire précédemment que la vitesse ne dépendait pas de X, ici, eh ben, ce terme est nul. Donc on voit qu'on a annulation à la fois du terme local et à la fois du terme convectif. Donc on va se retrouver avec des simplifications évidentes ici. Alors l'idée ici, quand on utilise Navier-Stokes, est d'en déduire le champ de vitesse ou la pression. Vraiment, là, c'est de projeter notre relation sur les deux axes. Je vais vous montrer en page suivante. Alors en projection, alors on va dire, si on a l'axe EX par exemple, excusez-moi pour la voix, en a nullité du terme convectif et local, en projetant le gradient, on a la dérivée partielle de P sur X, évidemment, et vous devez connaître l'expression du Laplacien de V, donc des deux ronds V, donc là on est en X, hein, et la variable de dépendance c'est Y, donc il ne faut pas vous tromper sur ce terme-là. Voilà, on va dire que c'est l'équation 1, et quand on projette en Y, 0, le gradient de P s'écrit moins des ronds P sur des ronds Y. Et alors là, le Laplacien va être nul. En revanche, il ne faut pas oublier le poids qui interagit ici. Donc on va avoir moins ρg en projection. Donc là, grâce à cette seconde projection, il est aisé d'intégrer évidemment et de déterminer le champ de pression. Donc P de xy égale une constante, alors on l'appelle comme on veut, P0 par exemple. Et si on passe aux conditions limites, à la condition limite, il n'y en a pas 50, c'est que à l'ordonnée L, donc vous voyez l'ordonnée L, ici on est sur la plaque supérieure, on va se retrouver avec une valeur constante, c'est-à-dire on va avoir, mettons, une constante P0 qu'on va garder, moins ρgL, et ça nous permet de déterminer cette fameuse constante P0 qu'on ne connaissait pas. Donc P0 est égal à Pxl plus ρgL. Donc finalement, vous avez intégralement défini le champ de pression qu'on peut écrire Pxy. Alors Pxl, qu'on va garder ici, on factorise un peu, donc on a par exemple plus ρg fois L moins Y. Donc voilà, il faut être assez rapide sur l'intégration, c'est vraiment très simple, pour montrer que vous avez l'habitude et que vous savez retrouver le champ de pression rapidement. En dernière question, on vous dit, en troisième question, établir le champ de vitesse. Donc là, évidemment, il faut utiliser l'équation 1, où on voit apparaître le Laplacien en cartésien ici. Et alors, si on regarde l'équation 1, qu'obtient-on? Très simplement, des ronds P sur des ronds X égale état des deux ronds Vx sur des ronds Y2. Donc là, vous savez, c'est un raisonnement assez classique. Il faut faire un raisonnement par l'absurde. Donc ici, on voit que la pression ne dépend que de la variable x. Bon. De l'autre côté, le Laplacien, la dérivée seconde de la vitesse, ne dépend que de y. Donc en fait, en faisant un raisonnement par l'absurde, il n'y a qu'une seule possibilité pour qu'il y ait égalité, c'est que ces deux termes soient tous les deux égaux à une constante. Non, ça ne fonctionne pas. On peut l'appeler comme on veut, souvent on l'appelle K, bon, c'est des raisonnements usuels. Et alors, pour retrouver cette constante, il faut se mettre à certaines conditions limites. Alors, par exemple, si je me mets en y égale L, donc c'est la plaque supérieure pour couette plan, on voit que Pxl est une constante. La pression ne bouge pas sur la plaque supérieure. Et effectivement, si c'est une constante, la conséquence, c'est que si vous faites la dérivée partielle par rapport à x, ça ne dépend pas du tout de x, donc ça vaut 0. Donc, bilan, la constante, ici, k, est nulle. Donc, on a totalement résolu, on a tué le problème. On va trouver immédiatement le champ de vitesse. Parce qu'en effet, la dérivée seconde par rapport à y2 est nulle. Donc là, on intègre deux fois. On va se retrouver évidemment sous une forme affine. Et nos constantes habituelles, A et B par exemple, vont être retrouvées aux conditions, aux limites.
Alors, les conditions limites, quelles sont-elles? On peut les écrire là rapidement, hein. Elles concernent la vitesse, faites attention. Donc on va se mettre en L par exemple pour Y, et on voit que la plaque supérieure est entraînée à la vitesse constante grand U. En revanche, quand on se place en Y égale 0, la vitesse est nulle, parce que la plaque inférieure n'a pas de vitesse. Donc on en déduit que A égale U sur L, très rapidement, et que la constante B est nulle. Finalement, je vais peut-être le faire en dernière page. Si on écrit notre champ de vitesse pour l'écoulement de couette plan, on se retrouve avec U sur L, Y, EX. Donc là, on retrouve une application type linéaire avec la constante qui est devant, la variable Y, donc tout va bien, c'était prévu. Donc on peut en conclure que d'après l'expression du champ de vitesse, on doit avoir affaire à un profil linéaire. Et on voit que c'est bien corroboré par le dessin qui était présenté en énoncé de Colle. Et donc là, on a la réponse 4, hein, ça corrobore bien le profil linéaire qui est représenté sur le schéma. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible, le plus concis également. Sur ces exos et cette question de cours pour le nombre de Reynolds, c'est vraiment typique quand on fait la dynamique des fluides en PC, donc il faut vraiment faire tourner ça en boucle, répondre aux questions, il faut être assez à l'aise. C'est des grands classiques, donc il faut bien maîtriser si vous voulez une bonne note, hein, parce que c'est des questions récurrentes et qu'on voit systématiquement. Merci à tous, à très bientôt.